Hello et bienvenue dans cette toute nouvelle critique, dans cette 6e vidéo du mois Halloween où il sera question de Crimson Peak réalisé par Guillermo del Toro. Juste avant que la vidéo commence, j'ai un petit truc à vous dire. Alors, j'ai eu un premier montage de cette vidéo qui était beaucoup plus énergique que ce que vous allez voir. Mais je trouvais que ça collait pas trop avec l'ambiance qu'on a voulu créer, Jules Melon et moi-même. Du coup, j'ai opté pour un montage beaucoup plus chill, pour quelque chose qui ressemble à un live, à l'ambiance d'un live. Je trouvais que ça collait beaucoup plus avec l'ambiance qu'on a voulu installer Jules Melon et moi. Bien sûr, il y aura des images, mais en soi, vous pouvez totalement écouter cette vidéo comme un podcast, comme un live que vous avez laissé en fond. Ça nous dérangera pas du tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Jules Melon et moi-même, on espère que ça va vous plaire. Et on vous fait des bisous. A tout de suite. Hello et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle critique débat accompagnée d'une coupe de cheveux très aléatoire, je pense qu'on est d'accord là-dessus, mais également du très beau Jus de Melon. C'est la première fois qu'on l'a sur la chaîne en critique. Jus de Melon, présente-toi mon cher ami. Salut tout le monde, merci pour cette magnifique prestation de présentation. Prestation de présentation, c'est comment dire. Je suis Jules Melon et c'est vrai que c'est la première fois, alors hors live, Hors live. que j'apparais sur une de tes vidéos en tout cas. Et je suis ravi de l'invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir pour parler d'un magnifique, ou pas, film Suspense. d'horreur. Oui, parce que c'est vrai qu'on est en période d'Halloween. Et voilà, nous sommes des camarades youtubeurs et en plus, ensemble, on est sur la 7e illusion, précise toujours, hein, ce collectif formidable qui réunit des passionnés, voilà, sans prétention dans le cinéma. Et alors, on a déjà tourné une critique ensemble, mais c'était pour la 7e illusion, c'était pour le règne animal. Exactement. Et là, on change de style. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons vous parler ni plus ni moins de Crimson Peak, à savoir le 10e film, si je ne m'abuse, d'un grand réalisateur. J'ai nommé Guillermo del Toro. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Muy bien, perfecto. Ok. Et donc, ce film, il est sorti en 2015. Il est donc réalisé par Guillermo del Toro. À son casting, il a Mia Wasikowska, j'ai toujours du mal à prononcer son prénom, Tom Hiddleston, Jessica Chastain, Shirley Hunman, et le film a été scénarisé par Guillermo del Toro et Matthew Robbins. Voilà. Je pense que j'ai bien présenté le film, j'espère. Là, je crois que on a les noms principaux derrière le projet. En ce moment, j'essaye de m'appliquer un petit peu plus pour la présentation des films. Je dis qui l'a réalisé, qui l'a écrit, le casting. Avant, je fonçais, tu sais, j'étais en mode, allez hop, on parle de ce film, let's go. I have to leave. You have nowhere else to go. This is your home now. Et donc, avant de plonger dans l'univers de Crimson Peak, nous allons évidemment parler de notre rapport avec le cinéma de Guillermo del Toro. Et je vais commencer par toi, mon cher Jus. Déjà, est-ce que tu as vu tous les films de Guillermo del Toro ou est-ce qu'il t'en manque? Et qu'est-ce que tu penses de ces films-là? Là, j'ai vu tous les films, les derniers qui me manquaient avant la sortie de Pinocchio et de Nightmare Alley, hein, parce que les films se sont suivis à quelques mois d'intervalle. Et ma relation avec Guillermo del Toro, elle est particulière parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément visuellement et humainement aussi, parce que c'est quelqu'un d'adorable. C'est quelqu'un de super. C'est un passionné, c'est quelqu'un qui est un éternel adolescent créateur, et dans ses films, ça se sent. Un petit côté comme ça à l'enfance, mais très adulte dans l'horreur ou la représentation gothique des choses, entre autres. Mais alors, parfois, en fait, Guillermo del Toro, pour moi, c'est peut-être en donnant mon film préféré de lui, ça va expliquer mon rapport, c'est L'Échine du diable, avant qu'il s'américanise, je mets des guillemets, hein, un petit peu. Bon, Le Labyrinthe de Pan, c'est un peu entre deux, parce que c'est pas encore américanisé, mais tu vois, il commence à rentrer dans une petite surenchère de certaines choses, ce qui n'est pas dérangeant visuellement, parce qu'il y a toujours une richesse de mise en scène, d'univers, d'ambiance. Il sait manier ça. C'est un poète du cinéma horrifique, gothique, del Toro. Mais c'est plutôt sur l'aspect narratif de certains de ses films, j'ai un peu de mal. Quand il berce un petit peu les choses, une forme de faux classicisme. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, je vois. À moment, il y a un petit truc, un petit côté niais aussi par moment, mais je mets des guillemets. Hein. Ouais, mais ça peut rejoindre son côté grand enfant.
C'est ça. Mais par exemple, sur la forme de l'eau, ça m'avait un petit peu embêté. J'ai trouvé l'histoire un petit peu, voilà. Je sais que c'est quand même le préféré de notre cher ami Sawyer, hein, qu'on salue au passage. Hein, Coucou donc, Sawyer. voilà. Moi, j'aime pas. J'aime bien, mais voilà. Je déteste aucun de ces films. Autant le dire direct. Mais à chaque fois, ou alors, à part Les Chines du Diable et récemment Pinocchio, il me manque toujours un petit step pour que je qualifie ces films de très grands films. Voilà, il y a un petit rapport comme ça qui fait qu'il me résiste un peu, mais j'admire la passion qu'il met derrière son travail. Je pense que tout le monde le ressent. Même si on a Oui. des réserves, on peut ressentir ça chez Del Toro. Ok, bah écoute, moi, Guillermo del Toro, c'est un réalisateur que j'ai découvert, comme beaucoup de gens de mon âge, au collège avec Le Labyrinthe de Pan, parce que c'était un film qu'on regardait beaucoup au collège. Voilà, coucou à toutes les personnes qui ont mon âge, à savoir 21 ans, qui, à mon avis, ont ce souvenir. Et puis après, je me suis intéressé de plus en plus à son cinéma, pas dans le bon ordre. C'est-à-dire que d'abord, j'ai vu Le Labyrinthe de Pan, ensuite, j'ai découvert Crimson Peak, et ensuite, j'ai découvert tout un tas d'autres films de Guillermo del Toro, notamment Hellboy 1, Hellboy 2, Pacific Rim, j'espère ne pas en oublier Nightmare Alley, Pinocchio. Est-ce que j'en ai oublié un? Ouais, non, Hellboy 2 à la rigueur. Blade. Hellboy 2, je l'ai dit, mais Blade, j'en ai vu aucun et j'ai pas vu Les Chines du Diable, Mimi, Ah. Chronos, Donia Lupe ou Ça, Sleepless ouais, Night. il y a des courts-métrages aussi. Ouais, voilà, il y a des Quand tu vas courts-métrages. découvrir Les Chines du Diable, tu vas pleurer devant. Voilà. Je le dis Ok, là. mais donc voilà, j'ai découvert Guillermo del Toro totalement dans le désordre, et ça se voit puisque là je viens de citer sa filmographie totalement dans le désordre, mais c'est un réalisateur qui m'a toujours passionné grâce à son esthétique qui, je pense qu'on est tous à peu près d'accord là-dessus, il n'y a pas un film de Guillermo del Toro qui est moche, quoi. Je veux dire, il y a toujours une recherche esthétique qui est dingue. Même quand il s'est américanisé, je trouve qu'il a toujours eu sa propre esthétique, il a Oui, toujours bien sûr. imposé ses choix. Là, je parle des visuels, mais en termes de fond, c'est un réalisateur qui m'intéresse beaucoup également. Moi, par exemple, je suis très souvent touché devant ses longs métrages, notamment devant Hellboy 2, tu vois. Hellboy 2, je sais pas si c'est un film où beaucoup de gens sont touchés, mais moi, cette scène où Hellboy et son ami chantent, bah moi, elle me touche, tu vois, elle me touche. Et puis, j'ai été également très sensible à Nightmare Alley et encore plus à Pinocchio, qui peut faire couler des larmes chez certaines personnes. Mais Ouais. donc voilà, c'est une forme qui me passionne, c'est un fond qui me touche beaucoup, c'est quelqu'un, en termes de personnalité, en termes de cinéma, qui est vraiment unique. Et donc, je suis très content d'enfin parler un petit peu plus de Guillermo del Toro sur cette chaîne. En plus, avec un invité qui s'y connaît quand même pas mal. Et c'est marrant parce que toi, ton film préféré de Guillermo del Toro, bah, je ne l'ai pas vu. Par contre, mon film préféré de Guillermo del Toro, tu l'as vu. Et ce film, bah, c'est Crimson Peak. Moi, c'est mon Guillermo del Toro préféré. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est un film qui m'a tellement accompagné. Je l'ai vu une première fois, j'ai vu une deuxième fois, une troisième, une quatrième, une cinquième. Je crois que j'ai dû le voir au moins 10 fois, ce film. Et à chaque fois, j'y découvre des choses nouvelles. À chaque fois, il me passionne encore plus. Pour tout un tas de raisons qu'on va aborder. On va aborder la forme, on va aborder le fond, on va aborder l'acting, la musique, dans une partie sans spoiler, puis dans une partie spoiler. Mais donc voilà, moi j'ai pré-shot le truc, j'ai déjà résumé mon avis sur Crimson Peak, et du coup, toi, qui l'as revu il y a peu, bah, je connais pas encore véritablement ton avis dessus. Donc dis-moi ce que tu penses de Crimson Peak. Alors, ça faisait partie de ces Del Toro sur lesquels j'avais le plus de réserves après un visionnage. Là, je l'ai revu un peu à la hausse quand même, hein, je te rassure. Ah, En fait, il y a ce ventre mou, voilà, qui pose toujours un petit souci. Et c'est là, quand j'ai revu le film, le début, je dis ah ouais, quand même, en fait, il y a quand même quelque chose de fort. C'est un film très politique aussi, qui parle de l'Amérique. Et là-dessus, il l'avait rarement fait. Enfin, parler de l'Amérique en tant que telle, bah, l'Amérique, Nouveau Monde et l'Ancien Monde avec le Royaume-Uni, ouais. quelque chose de très intéressant. Mais comme d'habitude chez Del Toro, il y a un petit côté rebelle où il met des personnages un petit peu supposés être rejetés ou moins importants dans la société en avant, que ce soit ces monstres ou ici la jeune Edith, qui est quand même une femme dans un monde d'hommes et qui Ouais. en jette. Elle est romancière à une époque où les femmes n'écrivent pas de romans. Bah, le personnage fait beaucoup penser à Joe March
dans Les 4 filles du Docteur March. Oh bah, c'est dans cette idée-là. D'ailleurs, elle s'appelle Edith parce qu'il y avait Edith Wharton qui était une écrivaine aussi très connue à l'époque qui s'était battue pour se faire une place. Et tout le début, alors, il y a cette voix off au départ avec le côté voilà, ce truc du passé, comme quoi, oh, le warning de la mer, attention à Crimson Peak, etc. Ça, tu vois, c'est un petit peu les petits écueils chez Del Toro, des fois. En fait, il fait des films comme des contes, des fois. Ah oui, bah on va y venir ça après. Il y a un petit côté, la surécriture du conte sur le médium cinématographique qui parfois me fait dire, tu vois, tu n'avais pas besoin de faire ça, tu aurais pu remettre ça au milieu du film à la rigueur. Bon, peu importe. Après, je vois totalement ce que tu veux dire. Et puis cette introduction, tout le début, intéressant, on présente donc le personnage de Mia Wasikowska, parce que je savais Voilà. que j'avais toujours mal prononcé son nom avant. Mais il est Je l'appelais compliqué à prononcer. voilà, je l'appelais Vashikovoshka, je crois. Voshka, mais c'est Koshka. Et elle est très bien, parce qu'elle elle est à la fois voilà, jeune et innocente en apparente, mais elle a ce caractère. Elle a du punch. Elle a du punch, il y a un discours féministe intéressant, parce que ça, c'est Del Toro. Ici, il touche le féminisme. Dans d'autres, il touchait la rébellion contre le franquisme dans La Labyrinthe de Pan, La forme de l'eau, l'acceptation, Hellboy aussi. Enfin, il y a toujours ça. Et puis le fond politique de Pinocchio, son dernier film, qui est très impactant également. Bien sûr. Et puis quand il va faire Frankenstein, on va s'amuser, parce qu'en plus, il fait une référence à Mary Shelley dans le film, qui est l'autrice de Frankenstein. Et il y a ce build-up avec celui qui est un peu amoureux d'elle, et puis l'anglais qui débarque, l'histoire d'amour, la romance. C'est là où on rentre un peu dans le cul niais, mais là, attention, ça fonctionne super bien dans l'ambiance drame romantique gothique, film de fantôme qui s'installe. Et c'est aussi un film de fantôme sur ce vieux Royaume-Uni qui essaye de trouver sa place dans le nouveau monde qu'est l'Amérique. Ouais. Le fantôme de l'Amérique aussi qui commence à s'installer dans cette bourgeoisie. Voilà, il y a ça qui est très intéressant. On peut retrouver un peu dans The Age of Innocence de Scorsese, mais dans un autre univers plus urbain. Okay. Et ça fonctionne très bien sur les échanges entre les personnages. Le père possessif qui veut pas que sa fille épouse surtout un British, qui pourrait être un arnaqueur. Ouais, et puis ça peut être mis en parallèle avec le fait que la mère donc de Tom Hiddleston et de Jessica Chastain est montrée, dépeinte comme une mère possessive également. C'est ça, il y a une possession globale de partout, et puis en plus la mort de la mère quand elle était jeune, avec cet aspect annonciateur d'un drame potentiel, et l'aspect, alors les créatures, il y a une forme, mais on en parlera, extraordinaire dans l'aspect de montrer les créatures. Il y a une vraie trouvaille visuelle. Si tu veux, puisque là je pense que tu as bien résumé ton avis. Après, si voilà, tu veux... les éventuels écueils que j'ai toujours, c'est que ça traîne un petit peu dans un truc où tu sens. De toute façon, il n'y a pas de suspense chez Del Toro. On arrive toujours à voir les choses venir. C'est pas quelqu'un. Et à un moment, bon, tu vois, tu traînes un petit peu. Une fois qu'elle arrive dans la maison au Royaume-Uni, à la rigueur, on attend que ça se décante. Et puis quand ça se décante, c'est du drame romantique gothique à la Edgar Allan Poe, tout ce que tu veux. Et du coup, là, je propose qu'on passe à la première partie de cette critique, à savoir, qu'est-ce que tu penses de l'aspect formel du film, de ce que racontent les décors, la photographie, les effets spéciaux, qui sont très intéressants. Voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Alors, c'est la renforce du film, elle est là. C'est qu'il place déjà dans la reconstitution, que ce soit dans les décors, les espaces, il y a un énorme travail. Jeu des couleurs aussi, parce que c'est un film qui a un important code des couleurs et des contrastes, le rouge et le blanc par exemple. Mais le film est très contrasté, hein, pour l'avoir revu hier, je trouve que waouh. Il y a un très beau travail de la photographie, mais je crois que c'est toujours son même chef-op qui l'accompagne, hein, si je dis pas de bêtises. Ah, peut-être pas là. C'est Dan Lautzen. Je sais pas, à vérifier, mais à vérifier. C'est le compositeur qui l'accompagne toujours, hein, parce que Fernando Velázquez, là aussi, niveau musique, mais on en parlera après peut-être. Il y a un jeu, c'est du gothique romantique modernisé, conte de fées à la Del Toro. Et il n'y a que Del Toro pour arriver à trouver une sorte d'équilibre qui parfois peut être bizarre. C'est bizarre sur un certain point. Tu as une sorte de film de maison hantée, mais à côté, tu as quand même des grands espaces. On joue sur pas mal de choses. Et puis, il y a des scènes visuellement qui sont à tomber, avec la neige, bien sûr, avec l'argile, puisque... Voilà, l'argile qui est très rouge. L'argile et le sang. Et tu te demandes, est-ce que c'est, sur certains plans, tu te dis, est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est de l'argile? Et le sang de la terre. Voilà, le sang de la terre, le sang de certains crimes qui ont été commis dans cette maison.
c'est le sang de cette vieille société britannique qui est sur le déclin, c'est beaucoup de choses. Et puis il y a une scène qui est extraordinaire. Bon, on va pas spoiler laquelle, mais dans les toilettes là et tout là, qui a un visuel à la forme de l'eau d'ailleurs. C'est là où la photographie se fait un petit peu la forme de l'eau. La scène au début du film dans les toilettes Ouais, avec le père. quand il y a quelqu'un qui meurt dans les toilettes, Ok. mais pas sur le trône. Hein. Il meurt plus violemment. Et d'ailleurs, c'est là où tu sais déjà ce qui va se passer. Parce que là, la première fois que j'ai vu ça, je me dis, oh, on voit pas le visage du tueur. Ah ouais, mais c'est évident en fait. Et ça, on en parlera après. Mais le film s'en cache pas trop de dévoiler très vite ses cartes. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans la forme, c'est le film est très contrasté. Je veux dire, les noirs, ils sont bouchés dans l'image. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté très en même temps vivant parce qu'il y a beaucoup de gens, mais en même temps assez morts de la vie en Amérique où c'est toujours très sépia, très jaune et c'est souvent les mêmes teintes. Et le côté beaucoup plus vivant en termes de photographie, mais beaucoup plus mort en termes de nombre de personnages à l'écran. Qu'on a quand on est à Crimson Peak, tu vois. Il y a beaucoup plus de couleurs, il y a des aplats de couleurs qui sont assez dingues, et puis ce côté argile rouge sur de la neige très très blanche, bah, ça donne un cachet à l'image qui est assez fou. Et puis en plus de ça, je trouve que ce décor de Crimson Peak, au-delà d'être magnifique, je veux dire, voilà, il y a une patine qui est là, qui est super belle, super intéressante. Je trouve qu'il raconte beaucoup de choses sur le personnage, notamment de Tom Hiddleston et Jessica Chastain, qui, de par leurs actions habituelles, sont en train, d'ailleurs, ils en parlent à un moment dans le film, sont en train de s'enfoncer dans les méandres de je sais pas quoi, mais c'est pas très agréable. Et justement, le décor, le château, Crimson Peak, s'enfonce lui-même. Et dans quoi il s'enfonce? Dans de l'argile rouge, dans du sang, en fait. Ça peut être du sang de certains crimes commis dans ce manoir, comme on l'a dit. Donc c'est très intéressant. C'est une bonne utilisation de décor. Ouais, et puis c'est une relecture très pertinente de La chute de la maison Usher de Edgar Allan Poe, qui va être adaptée là en ce moment bientôt. Là, par Mike Flanagan. Une nouvelle adaptation. C'est l'une des meilleures nouvelles d'Edgar Allan Poe. Hein. Et cette maison qui est un personnage à part entière, qui vit et qui meurt à la fois. Quoi. C'est un peu l'idée. Quoi. Ouais, c'est vrai que. Et puis, ce que ça renferme, les secrets, parce qu'après, évidemment, il y a plein de révélations de secrets. Ouais, mais notamment, on peut parler, c'est pas un spoil, hein, c'est dans la bande-annonce, hein, des fantômes présents à Crimson Peak. Oui. Moi, je trouve la manière de les filmer, ces fantômes, très intéressante parce que le film n'est pas subtil. Et le film s'en fout d'être subtil. Lui, ce qu'il veut faire, c'est être au plus proche des corps en souffrance de ces fantômes. Et donc, la caméra les décortique bien. Et puis, il y a ce fantôme à Crimson Peak, notamment, qui est extrêmement rouge, qui a un physique extrêmement douloureux pour le spectateur et pour le personnage. Et moi, je trouve que en termes d'effets spéciaux, c'est super intéressant parce que ce fantôme-là en particulier, on a l'impression que c'est une surimpression d'image, tu vois, parce que c'est mi-transparent, mi-pas transparent. T'as l'impression que le fantôme, il bug un petit peu. Et du coup, je trouve ça très intéressant, au-delà du fait que son esthétique est propre à l'esthétique de Guillermo del Toro, c'est-à-dire folle à mater. Je veux dire, c'est waouh. Et puis vraiment, il peut faire peur, mais surtout, au-delà de faire peur, il fait mal. Il fait mal, ce fantôme, tu vois. Bah, d'autant plus qu'il est interprété par Javier Botet, qui est un acteur qui a une grande élasticité qu'on a vu dans Rec, par exemple, les créatures dans Rec. Ouais, et qu'on a vu dans Conjuring et qui interprète le Crooked Man. Et je mettrai une photo au montage. Il a de très grands bras, et de très grandes jambes. Ouais, et puis ça, du coup, l'effet pratique est là, avec quelques retouches plus ou moins gothiques évanescentes, et ça passe bien. C'est là où on utilise bien les CGI, ça change de certains films américains, et c'est là où Del Toro, de toute façon, il ne laisse jamais passer sur les effets spéciaux, il est vraiment... il supervise, il veut ça. L'amour des monstres de Del Toro. Il est au millimètre près. Voilà, c'est un gars qui est un fan de Lovecraft, de Poe, de toute façon, à la base. Hein. Il voulait adapter Lovecraft, mais bon, je pense qu'il n'aura jamais le budget pour. Et à mon avis, il doit être aussi très fan de La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Ah oh, c'est possible. Parce que vraiment, moi, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, mais j'ai un souvenir de scène avec un chandelier. Et cette scène où le personnage de Edith dans le château se balade et s'éclaire avec le chandelier,
et cherche en quelque sorte une bête. Je trouve que c'est vraiment un gros hommage à La Belle et la Bête de Jean Cocteau, mais même dans ses visuels, tu vois. Je me souviens plus si elle a un chandelier exactement dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau, mais ça m'a rappelé vraiment l'ambiance visuelle. Si tu mets les plans en noir et blanc, c'est vraiment La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment une inspiration et un hommage sincère. C'est pas chez Guillermo del Toro, c'est pas putaclic en mode je veux trop faire ça. Non, c'est vraiment respectueux et ça s'incruste bien dans l'histoire. Même si sur la forme de l'eau, j'avais trouvé un petit peu forcé certaines choses, mais ça, c'est pas le débat ici. Ah Et bah puis, il y tiens, a j'avais oublié la forme de l'eau tout à l'heure. ah ouais, bah voilà. Mais je l'ai Ouais, vu du coup. faut Mais pas il est l'oublier. très bien, mais c'est pas le meilleur. Mais tu vois, il y a aussi un côté Rebecca de Hitchcock dans une forme de trame et une ambiance. On voit qu'il s'inspire des plus grands, Del Toro, c'est sa force. Hein. Il aspire les inspirations. Bon, sur la forme de l'eau, bon, Jean-Pierre Jeunet avait gueulé. Après, ça, Ouais. c'est Non mais des débats. Hein, on les t'as connaît. dit un Hein, terme intéressant, il aspire les inspirations. Ah En non, mais c'est fait, ça. il les recrache pas d'un coup. Il Non, les il les aspire, il digère. les Oui, réfléchit, non. et hop, après il les met. Ouais, parce qu'il a son aspect visuel à lui. Donc, bien sûr qu'il adore le cinéma, il adore beaucoup de choses, littérature et tout. Donc, forcément, il a plein d'inspiration, monsieur. Même dans Nightmare Alley, on le voit. Ouais. Mais après, il arrive. Alors, Nightmare Alley, l'autre problème de ce film, c'est pour moi, il y a 2 films en un et c'est un peu compliqué. Mais voilà, là au moins, là aussi, d'ailleurs, il y a presque l'aspect de 2 films en un, comme dans Nightmare Alley, parce qu'on passe des États-Unis au Royaume-Uni. C'est marrant, il aime bien. Il aime bien Ouais. couper un peu. Il aime bien faire C'est ça. vrai que la première partie du film se Ah passe ouais. aux États-Unis et j'ai regardé, elle dure bien 40 minutes, hein, sur un Ouais, film ouais, de 1h50. et après, ça change complètement d'aspect. Et c'est là où on rentre vraiment dans l'horreur gothique dans Ouais. la deuxième partie. Parce que la première partie, c'est vraiment ça, hein, le drame pseudo-romantique d'une femme qui veut se libérer. Et ça se termine pas bien. Non, Cette ça première partie, en non. soi, ne se termine pas bien non plus. Hein. Et alors pour finir sur la forme, moi ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une belle réinvention du souci du détail dans ce film. C'est-à-dire qu'il y a du détail sur les créatures, etc., dans ses précédents films. Mais là, il y a une scène notamment sur un papillon fait en image de synthèse qui se fait bouffer par des fourmis. Donc tout ça, ça raconte quelque chose, notamment sur le personnage de Jessica Chastain. Mais j'avais pas souvenir qu'il avait vraiment utilisé autant de numérique pour montrer du détail dans une scène avant, tu vois. Ouais. Ça aime bien son amour des insectes, comme dans Chronos, un peu, peut-être. Et, non, mais c'est vrai, et là aussi, il y a tout. Ouais, il marche par allégorie et métaphore sur certaines scènes, des fois, Del Toro. Ouais. Parfois, c'est pas forcément facile de le suivre. Bon, là, c'est à peu près évident. Hein. La proie, tout ça, si on veut, prédateur et la proie, hein. Avec le papillon qui essaye de s'émanciper, de voler de ses propres ailes. La chenille qui devient papillon, c'est le personnage d'Edith, si on veut. Ouais, Sauf que, en exactement. devenant papillon, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais Et je pense qu'on peut enchaîner avec le fond, là, d'ailleurs, voilà, maintenant. exactement. J'allais te lancer cette perche, enchaînant avec le fond. Alors, je te laisse commencer encore une fois, ce que tu penses de l'histoire, de l'évolution de l'histoire. Tu en as déjà un petit peu parlé, mais là, on va plonger directement dedans. Bah, il y a une cruauté de destin pour le personnage d'Edith, quand même, parce que, bon, sans spoiler encore, mais donc dès le début, elle perd sa mère. Donc déjà, à l'âge de 10 ans, ça la hante. Hein. Tant Ouais, et si bien. c'est pas fun. Voilà, tant et si bien, elle est tellement hantée que bah, c'est comme aller jouer à l'Osmond dans le sixième sens. Elle voit des gens qui sont morts, ou presque. Enfin, elle voit surtout sa mère. Elle a ce délire paranormal, on va dire ça comme ça. Mais elle s'est construite là-dessus aussi avec force. Et elle s'invente, elle écrit, elle veut vraiment faire quelque chose qui va au-delà du patriarcal, du système américain, qui soi-disant est un nouveau monde, mais qui n'est pas si progressiste que ça. Ouais, et Point. puis Ah, il surtout tape ses sur écrits, l'Amérique. Il tape sur l'Amérique. Ah oui, ça tape sur l'Amérique, et puis surtout ses écrits se différencient énormément d'autres écrits, parce qu'il y a cette Oui. scène au début de film où le gars lit son bouquin, il lui dit ouais c'est très bien, mais rajoute une histoire d'amour s'il te plaît. Et elle est en mode mais jamais je fais ça. Moi je veux mes fantômes et tout. C'est pas le gars d'ailleurs, je crois, c'est celui qui joue dans Jumanji, le chasseur, là. Et le père Ah à la fois, peut-être, je crois, peut-être. Jonathan Hyde qui apparaît vite fait. Je sais plus si c'est lui ou c'est un personnage, c'est l'avocat ou un truc comme ça. Bon, bref. Mais ouais, elle se fait rejeter. Elle veut pas du roman à l'eau de rose, elle veut pas des trucs niais. Donc c'est Del Toro qui rigole parce que il va essayer de faire une histoire un peu niaise derrière parce qu'il y a l'amour qui intervient. Et même sur cet amour qui est censé la libérer à un moment, on sent qu'il y a beaucoup d'artificialité derrière et que là Ouais, et où elle puis va être amenée à vivre, bah bah, ça l'enferme. elle est re-enfermée encore pire dans cet ancien monde.
Et Bah, c'est un destin cruel quand même. Hein, ouais, c'est-à-dire que le nouveau monde n'est pas si progressiste, et alors l'ancien monde, il est v'là dangereux, là. Là, vraiment. oui, l'enfermement. Hein, Euh, et justement, ce côté, t'en parlais un peu niais, facile, enfin, c'est peut-être pas les mots que tu as utilisés, mais c'est ce que j'ai ressenti en écoutant ton argumentaire sur l'histoire d'amour en début de film. Bah, ce qui est très intéressant, c'est que plus on avance, plus elle va devenir vraiment très sombre et très glauque par moments, notamment vers la fin où on découvre quelque chose sur le personnage de Tom Hiddleston et sur le personnage de Jessica Chastain. Donc, moi, j'ai l'impression d'y voir un Guillermo del Toro farceur un peu, en mode ah, elle est quand même belle mon histoire d'amour. Maintenant, je vais y mettre des fantômes et je Ouais. vais y mettre des choses. Bon, je peux pas dire quoi parce que c'est un peu du spoil, mais on en parlera dans la partie spoiler. Et je vais mettre des choses vraiment très très glauquissimes. Alors, elle est toujours mignonne mon histoire d'amour, tu vois. C'est là, voilà, c'est là où il joue un peu sur deux tableaux, c'est-à-dire qu'il met l'aspect politique à fond. Et après, bon, il reste quand même dans le conte. C'est ce que j'avais un peu reproché dans Nightmare Alley. Alors, c'est pas un conte, Nightmare Alley, quoique. Non. La partie, c'est bizarre. Là aussi, il aurait pu triturer beaucoup plus profondément. Alors, il le fait dans Nightmare Alley, l'Amérique et tout ça qui évolue. Mais le côté de l'arnaque, c'est un arnaqueur, Del Toro aussi. C'est un petit Oui, bonimenteur un illusionniste. C'est ça, bah c'est ça, c'est la magie du cinéma. C'est une sorte de Georges Méliès romantico-gothique aussi. En plus, j'ai revu Hugo Cabret il y a pas longtemps. Oh, Hugo trop bien, Cabret, Hugo le film Cabret. aurait pu être réalisé par Guillermo del Toro d'ailleurs, presque sur certains Comme le points. Hobbit. Ouais, mais bon, voilà, la trilogie Le Hobbit, ça c'est un autre débat. Ça a tué Peter Jackson, enfin l'envie de faire du cinéma à Peter Jackson hein, d'ailleurs, Mm. depuis. Enfin des fictions en tout cas. Mais ouais, là, c'est vrai qu'il triture un peu, puis à la fin, il essaye de tourner dans le sombre, mais ça reste poétique. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire du glauque. Hein. Bon, enfin, il y a des scènes glauques, Non. mais il y a quand même, il tente de laisser l'amour, Bah, il y a une une poésie chance à du glauque. l'amour. Il laisse une chance à l'amour quand même. Oui, à la toute fin. Mais pas Ouais. forcément avec qui on pense. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que il aime bien déranger un peu ces histoires aussi, parce que là, ce qui se Mais, passe, ouais, c'est. mais ouais, pour moi, t'en as beaucoup parlé, mais pour moi, c'est vraiment. Moi, j'aime beaucoup l'évolution de cette histoire d'amour. Et puis, Ouais. même, j'aime beaucoup le récit qui est très, très attendu. C'est pas forcément subtil, mais le film s'en cache jamais. Il essaye jamais de te dire, ouah, là, je vais être subtil. Non. En témoigne la scène où le personnage d'Edith dit au personnage de Jessica Chastain, oui, est-ce que je pourrais avoir un double des clés une fois qu'ils sont arrivés à Crimson Peak? C'est pas un spoil. Hein. Elle dit, mais pourquoi? Non, je ne vous le passerai pas. Et après, tu as un gros plan sur elle qui renferme sa main sur le double des clés. Tu vois, ça se cache pas de pas être subtil. Ah, mais c'est ça. Parce que ça veut créer des protagonistes et des antagonistes forts pour porter le récit. Lady Sharp, hein, Jessica Chastain, c'est Lady Macbeth. Hein, il y a un côté shakespearien. Ah, venez, je vais vous servir du thé. Ouais, bien sûr. Ah, j'ai pas les clés, mais j'ai du thé si vous voulez. Et là, soudainement, Edith dit, moi, j'aurais préféré un Dr Pepper. Tu sais, genre le truc qui a rien à voir. Non, mais comme tu l'as dit, c'est un grand conte gothique, quoi. Ouais, Moi, ouais. c'est ça que j'aime. C'est pour moi la force du film, c'est que c'est un grand conte gothique comme on n'en fait plus trop actuellement au cinéma. Et même en 2015, est-ce que, bah, à part Guillermo del Toro avant, est-ce que beaucoup de gens en faisaient? Ah, ça se faisait plus trop, ça s'est plus trop fait depuis, du moins en grosse production. Hein. Tim Burton, un peu, bon, même pas. Ouais, Dark Shadows, c'est pas vraiment un conte gothique. Quoique, oui, mais lui, il le triture autrement, c'est Tim Burton. Quoi. Mais du coup, je suis en train de réfléchir si on a oublié. Ah oui, pour ce qui est du fond, toujours concernant les fantômes, notamment un personnage qui va apparaître sans apparaître. En fait, il va apparaître grâce à un gramophone, c'est ça? Oui, je crois, oui, parce qu'il utilise pas mal de. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Parce qu'il y a ces objets d'un ancien temps. Voilà. Et je Remarque, pour trouve l'époque, c'était que pas ça. on entend juste ce personnage parler, mais je trouve que le personnage arrive à être caractérisé juste en l'entendant parler, et aussi par quelques photos de ce personnage. Mais en plus de ça, on rejoint ce côté personnage qui souffre, et Edith aussi, elle souffre, et Jessica Chastain, elle souffre, Tom Hiddleston, il souffre. En fait, ils souffrent tous de leurs conditions. Et même la terre, elle souffre, la maison, Ouais, elle même souffre. la Terre, ouais. La maison Tout qui est un souffre. personnage à part entière. L'économie, elle souffre. Il y a tout qui Ouais, va mal. il y a juste le chien qui souffre pas trop. Ah, ouais, ouais, bon, oui. C'est vrai que Enfin, ça dépend. le chien qui était censé très souffrir, mais finalement, visiblement, il s'en sort mieux que les humains, lui. Voilà, c'est normal parce que les chiens, c'est la vie.
C'est ça, et c'est le sixième sens animal, hein, c'est le règne Est-ce que, animal. est-ce que Guillermo del Toro ne voulait pas faire comprendre que le chien représentait la vie? Tu sais, les mecs qui partent trop loin dans une interprétation. Mais c'est le règne animal, c'est ça, avant l'homme. Voilà. Vous voyez, le règne animal, c'est trop bien. Ok, donc maintenant, on va passer aux acteurs et aux actrices. Qu'est-ce que tu penses de leur interprétation à Mia Sikowska. Wasikowska et à Tommy Hiddleston, Jessica Chastain, etc., etc. Évidemment, la vedette est volée pour moi par une Jessica Chastain extraordinaire. Elle a un charisme, elle a une façon de jouer un personnage très double, Ouais. un petit peu, ouais, enfin possessif, tout ça. Elle a cette force-là. Je pense que c'est vraiment la Lady Macbeth, comme je disais. Elle est très, très démoniaque et redoutable. Souvent avec un regard et ne serait-ce qu'une parole et tout. Tom Hiddleston, c'est pas un acteur que j'apprécie énormément, mais il fait le café. Il est bien dans ce rôle de dandy britannique. De toute façon, ça lui va bien. Ça le change de Loki. Quoique des fois, dans Bah Loki, ouais. c'est un peu comme ça. Il aime bien. C'est son côté british, quoi. Et Mia Wasikowska, c'est vraiment son rôle qu'il a vraiment lui a lancé une grande carrière depuis. Enfin, une grande. Ah, je suis pas sûr parce que quand même Alice au Pays des Merveilles, ça lui a lancé sa Ouais, carrière. Hein. Alice au Pays des Merveilles, oui, parce que vu le succès du film, de toute façon, ça l'a mise. Mais je trouve qu'ici, elle gagne une forme de maturité et de force tout en gardant cette innocence. Ce qu'elle a un petit peu perdu récemment, là, notamment dans Club Zero, où elle joue une prof particulièrement redoutable aussi. C'est bien, elle évolue au fil des années et des rôles. Donc c'est un bon trio. Après, il y a Charlie Hunnam qui est là parce que c'est le pote de Del Toro dans Pacific Rim. Non, je plaisante, mais même s'il fait un peu le chevalier servant. C'est un peu, voilà, moi je l'aime vraiment, à un moment elle va être mienne, tu vois, c'est un peu le jeune américain Il est vraiment en mode, faut faire 4 heures de marche, très bien, je vais faire 4 heures de marche. Tu vois, bizarre. Il a un petit côté cow-boy, quoi, mais bourgeois. C'est un peu ça. Puis après, autour, on les voit peu. On retrouve quand même avec plaisir Burt Nordman, qui était aussi dans Pacific Rim avec son faciès particulier. Et bien sûr, j'en parlais, Doug Jones, qui joue le fantôme de la mer. Et Javier Botet, parce que c'est des acteurs à part entière qui donnent beaucoup de leur corps et de leur présence. Ok, bah écoute, moi je trouve comme toi que Jessica Chastain vole la vedette parce que pour moi c'est son meilleur rôle parce qu'en fait il y a une telle justesse, une telle maîtrise du je suis démoniaque et calme et tout d'un coup je vais envoyer une casserole en l'air, tu l'as pas vu venir et hop je me recalme tout de suite, tu vois. Et je fais du thé. Et je fais du thé, tu vois. Et même justement quand elle dit buvez votre thé, tu vois, tu sens que il y a des petits, elle le dit très calmement, de manière en même temps gentille, mais en même temps, tu as son œil qui va un petit peu trop cligner, tu vois, tu sens qu'elle se contient de lui dire bois ton thé, connasse, genre, tu vois, comme ça. Du coup, je la trouve parfaite. Tom Hiddleston, moi, je l'aime beaucoup déjà parce qu'il est extrêmement beau. Déjà, faut le dire, il est quand même super beau. Non, je rigole. Surtout parce que c'est un acteur que je trouve très bon. Je trouve qu'il a vraiment su très bien s'imposer à Hollywood. Je le trouve très bon dans des rôles plus toc-toc comme Loki. Mais ici, je trouve qu'il libère un charme britannique en plus. Et surtout, il apporte dans son duo avec Jessica Chastain une certaine tendresse, un certain remords de certaines choses, et puis de l'émotion vraiment très sincère. Moi, je suis toujours marqué par cette scène finale avec Jessica Chastain. Et Mia Wasikowska, écoute, je la préfère de loin que dans Alice au Pays des Merveilles. Et puis ouais, j'aime beaucoup la façon dont elle interprète ce personnage ingénu. Enfin, ingénu, ça veut dire très... faussement ingénu. Enfin, elle a cette... Attends, ingénu, ça veut pas dire intelligent et tout? Ah non, c'est plutôt ingénu. Ah merde. Ah merde. Non, mais elle fait la fausse innocente par moment, mais quand elle ok. Ouh là là, après, quand elle sort du giron de son père, forcément. Voilà, donc on va plus dire cette fausse innocente qui est en fait très rebelle, mais qui malheureusement va se retrouver très cloisonnée, enfermée dans quelque chose où elle n'arrive pas à donner son plein potentiel parce que en même temps elle veut faire des actions, mais elle est toujours bloquée par son amour et son admiration de Tom Hiddleston, et puis au bout d'un moment elle va péter un câble, elle va dire en fait je suis une femme forte, je fais ce que je veux, et donc il y a une vraie force cachée en elle, et quand elle se libère, c'est vraiment très intéressant. Et pour ce qui est de la musique, donc, qui est composée par... comment il s'appelle déjà? Señor Velázquez. Fernando
Velasquez. qui a travaillé notamment sur Quelques minutes après minuit. Sa musique est sublime. Oh là là, ouais, quel film ça aussi. Quel Là, film. je vais me permettre de commencer sur la musique parce que je l'écoute en boucle. Comme dirait Squeezie, est-ce que c'est bon pour vous? D'accord? Parce que je l'écoute en boucle depuis quand même pas mal de temps parce que c'est vraiment une valse gothique. Tu vois? J'adore. Je l'ai encore écouté tout à l'heure dans la voiture en rentrant de chez mes grands-parents, tu vois. Et j'ai dit une connerie parce que c'était leur première collaboration, c'est avec Bayona surtout Ouais. qu'il a collaboré avant. Je sais plus quel était son compositeur fétiche avant à Del Toro, parce qu'il me semblait qu'il en avait un avec qui sur le labyrinthe de Pan, etc. Mais c'est leur première collaboration, c'est intéressant. Mais ouais, quelques minutes après minuit, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas revu, c'est un grand film. Chef-d'œuvre. Voilà, c'est un film à voir sur cette période aussi, si vous voulez. Tu peux le revoir à Noël aussi, enfin, c'est bien. C'est comme l'étrange Noël de Monsieur Jack, ça, tu peux le voir dans les deux périodes. Ouais. Mais oui, très belle musique, ça colle parfaitement à l'ambiance. Romance, gothico, drame. Et c'est vrai qu'il faudrait que je la réécoute sur Spotify aussi, à part, pour voir ce que ça donne. Parce que des fois, les BO, Spotify ici. Ouais, mais quand tu écoutes les BO à part, c'est intéressant parce que ça te ramène à des trucs du film aussi. Et ça te donne une autre émotion. Je l'ai fait pas plus tard que la veille de cet enregistrement sur le règne animal. Ça m'a rappelé, en plus, bon, il y a des scènes du film dans la musique, mais ça rappelle des trucs et on voit à quel point la musique d'un film est hyper importante. On s'en rend pas forcément compte quand on regarde un film. Et en fait, derrière, si on enlève, ça change tout. Bah ouais, là, hier, j'ai revu, rien à voir, mais j'ai revu Hook, qui est un grand chef-d'œuvre de rêve, d'émerveillement, d'aventure pour moi. Et la musique de John Williams, tu vois, quand tu la réécoutes à part, ça te ramène dans ce monde, dans Neverland. Mais bref, ce n'est point le sujet. Maintenant, nous allons passer dans une assez courte partie spoiler. Et donc, je te laisse commencer par ce que tu souhaites spoiler. Voilà. La première chose à spoiler, c'est la mort du père bien violente dans les toilettes. Donc, on comprend très vite que derrière, c'est Jessica Chastain. Hein. Tu ne vois pas le visage et tout. Bon, c'est le procédé, il s'en amuse, Del Toro. Après, on revoit la scène autrement, elle la raconte. Ça, c'est du Del Toro qui joue sur sa narration un peu naïve avec les grosses ficelles à la mode classique. C'est parfois ce qui me. Tu vois, ça, c'était pas la peine de revoir la scène pour moi. C'est pas la peine de. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Elle la raconte si elle veut, c'est pas la peine. Mais bon, c'est un procédé filmique qui est classique et qui fonctionne aussi. Donc il y a ça, donc c'est ça qui oblige notre chère Edith à aller. Elle n'a plus rien à faire aux États-Unis, la pauvre. C'est terrible. Hein. Elle veut se libérer de son père, mais quand son père meurt, elle est enfermée ailleurs. Et alors là-bas, dans cette maison qui s'enfonce dans l'argile, on apprend que Jessica Chastain, elle tue les épouses de son frère pour récupérer l'argent. Et en plus de ça, l'argent. Et en plus, les deux, ils ont une relation incestueuse. Voilà, let's go. Bon délire, pas du tout. C'est le visage sur le vieux monde, les gens qui restent entre eux, la bourgeoisie d'un ancien temps qui ne peut plus se renouveler, donc qui va rester entre frères et sœurs. Ouais, et cette scène très dramatique où le personnage d'Edith se rend compte justement de la relation incestueuse entre Tom Hiddleston et Jessica Chastain. Enfin non, entre les frères et sœurs. Ouais, du coup. Mais peut-être que dans la vraie vie, non, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les potins à Hollywood sur ce plan-là. Non, et je crois pas. Scène très dramatique et qui enclenche du coup le dernier acte du film qui pour moi est d'une violence, d'une cruauté, d'une douleur. Vraiment, ça se coupe et se découpe des parties du corps. C'est pas très agréable à regarder. Et puis il y a cette scène aussi que moi je trouve vraiment triste. Parce que mine de rien, tu t'attaches quand même à Jessica Chastain et à Tom Hiddleston, et surtout à Tom Hiddleston qui, lui, veut arranger la situation. Il en a marre du contrôle de sa sœur. Et le pauvre se fait refaire les yeux. Voilà. Il se fait refaire complètement parce qu'il meurt aussi. Ouais, voilà, il meurt parce qu'il se prend un couteau ici. Et cette scène, elle est tellement, genre, là aussi, dans le détail de la douleur, quand il retire le couteau et t'entends les petits craquements et tout, t'es en mode, ah, c'est pas agréable. Ouais, c'est comme il a vu clair, hein, parce que là, il a entamé un axe de rédemption avant de mourir. Après, une fois mort, son sacrifice, le fantôme, une fois mort, va vraiment aimer Edith. C'est quand même beau. Puis bon, avant, il aide le chevalier blanc américain. Il dit bon, je vous aide et tout, parce qu'il se rend compte que sa sœur a pété un câble, hein, grosso modo. À un moment, c'est à ce moment-là que justement, je dis l'amour peut être trouvé
entre Edith et son ami médecin. Mais oui, il y a également, du coup, après cette scène de course-poursuite que moi je trouve fabuleuse dans La neige très blanche et l'argile vraiment qui commence à s'emparer de tous les décors et tout. Scène de course-poursuite entre Jessica Chastain et Edith. Vraiment fabuleuse. Et puis il y a cette scène, moi, qui me fait pleurer, j'avoue, où Edith revoit le fantôme de Tom Hiddleston qui est là, qui pose de profil avec sa blessure et le sang qui vole. Et puis il y a cette scène de fin qui d'ailleurs est vraiment totalement spoilée dans la bande-annonce. Je l'ai montré à mon grand-père tout à l'heure et le plan final est dans la bande-annonce de Jessica Chastain, fantôme noir, du coup, comme la mère d'Edith d'ailleurs, qui est en train de jouer pas la comptine, mais la musique qui venait de sa mère ou qu'elle a composée. Et ça se finit là. Et non, moi je trouve cette fin fabuleuse, quoi. Et c'est ça, en plus, c'est le fantôme de. Je crois que c'est le fantôme de Jessica Chastain à la fin qui est damné pour l'éternité. Voilà, c'est. Alors elle que est le prise à son fantôme propre piège. Voilà. Elle, c'est un fantôme qui est noir, très squelettique, alors que le fantôme de Tom Hiddleston, il est blanc. Parce que justement, il est un peu devenu chevalier blanc, tu vois. Aussi. Voilà. C'est là où c'est le Del Toro un peu romantique. Voilà. Il a un grand cœur, Guillermo Del Toro. Et puis, je voulais finir juste parce que, enfin, de parler par le fait que le logo Universal n'a jamais été autant stylé. Non, mais c'est vrai, quoi. Le rouge là et tout, j'étais en mode, c'est trop stylé, ça me met trop dans l'ambiance. On oublie à quel point, parfois, retravailler un logo de studio, ça te met dans l'ambiance. Ouais, bon, même si là, ils ont mis un filtre rouge, mais bon, c'est quand même stylé. C'est vrai, c'est rarement fait, mais quand c'est fait, bon, Spielberg, sur les Spielberg, il y avait pas mal ça. Rappelle-toi, la Paramount. Ouais, bah ouais, avec Indiana Jones. On s'y croit. Même avec la marmotte, à un moment. Non, c'est pas le marmotte, je sais plus, là, pour le 4. C'est la seule bonne idée du film. Non, je plaisante. Pas si mauvais que ça, Indiana Jones 4. C'est juste que. Voilà. Et donc, voilà, je pense qu'on a fini avec cette critique qui n'était pas vraiment débat, en fait, mais qui était une critique appréciation Crimson Peak. Crimson Peak appréciation. On espère que cette vidéo du mois Halloween vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner. Et Jus, écoute, n'hésite pas à faire ta petite pub, voilà, pour ta chaîne. Je vais te mettre carrément en grand écran. Attends, je me recoiffe et tout. Mais toi, t'as pas besoin de te recoiffer, c'est moi qui ai besoin de me recoiffer avec mes cheveux, là. Non, moi, c'est Jules Melon. Alors, si vous voulez me voir parler de films, mais de tout genre, toute époque, tout machin, tous les jours sur ma chaîne, allez voir. Je fais ça en impro, sans montage, à la cool, et on en discute en commentaire derrière, avec plaisir. Il n'y a aucune limite. Vous allez me voir parler d'un film de 1922 et le lendemain d'une nouveauté blockbuster. Tout est possible. Voilà. Et il y a même des covers, les gars. Parfois, ils chantent. Des fois, il y a des covers chants. Enfin, il y a des podcasts. Et des fois, je fais des duos aussi. Et puis, retrouvons-nous tous les deux sur la 7e illusion aussi. Alors, je ne sais pas si cette vidéo sera sortie avant ou après la vidéo de la 7e illusion. Mais en tout cas, il y aura la pub. Voilà. Et donc, voilà. Écoutez, je tiens un compte Twitter, Instagram, Source Critique, Captain Watch, Letterboxd qui s'afficheront en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. Sur ce, on s'en va côtoyer d'autres univers halloweenesques et on vous dit salut! À la prochaine!